Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui le ministre de l'Intérieur de la République du Niger, M. Assoumi Massaoudou, est notre invité. Cher invité, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour. Le Niger est aujourd'hui en première ligne dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Alors dites-moi, comment est-ce que vous organisez pour sécuriser le territoire nigérien? Bien, merci. D'abord, la première réponse, c'est que c'est l'anticipation. Nous avons anticipé ces crises. Le président, dès qu'il est arrivé au pouvoir, en 2011, avait anticipé la suite des événements à Libye, parce que tout est parti de là. C'est ainsi que nous avons monté l'opération Malibéro, donc une opération militaire dans l'Aïr pour sanctuariser l'Aïr, c'est-à-dire empêcher qu'il n'y ait de groupes armés dans l'Aïr, donc vers la frontière libyenne, donc première barrière. Deuxièmement, nous avons... après la chute de Kadhafi, nous avons aussi anticipé en empêchant aux gens d'avoir un sanctuaire ici. Ils sont partis au Mali. Il y a eu malheureusement les événements au Mali où cette anticipation n'avait pas été faite. Le nord Mali a été occupé. Nous avons anticipé aussi cette occupation en montant une opération à la frontière du Mali, ce qui fait que nous avons une deuxième opération à la frontière du Mali. Et nous avons anticipé, dès qu'on a vu le développement de l'insurrection de Boko Haram dans le Bornou, dans la partie nord-est du Nigeria, nous avons monté une troisième opération, l'opération Inga, c'est-à-dire l'opération bouclier, dans la région d'Ifa. Donc quand Boko Haram a attaqué, parce qu'effectivement nous avions prévu qu'ils allaient attaquer, ils ont attaqué effectivement simultanément Bosso et Difa, ils se sont cassés la gueule parce que nous étions prêts. Donc voilà, ces trois opérations ont été montées parce que nous avons anticipé. Mais vous parlez d'anticipation, mais si cette anticipation a été vraiment efficace, Boko Haram n'aurait jamais pu taper au Niger? Ben, elle n'a pas tapé, elle n'a jamais pu occuper une zone du Niger. Elle a occupé, vous savez, à un certain moment, en 2014, début 2015, elle occupait de manière militaire tout l'état du Bornou. Mais jamais elle n'a pu occuper un espace de notre territoire. Elle a fait des attaques, des incursions. Elle a fait une grande attaque massive le 25 février au Niger, où elle s'est cassée la gueule. Elle a eu des centaines de morts et elle s'est repliée. Nous avons dû d'ailleurs occuper la bande nord du Nigeria avec l'armée tchadienne. Mais ce qu'elle fait actuellement, depuis nous l'avons quand même réduite, les trois armées du Cameroun, du Niger et du Tchad, ainsi que l'armée du Nigeria, maintenant, puisqu'elle s'est mise en mouvement, nous avons pu les réduire maintenant à des opérations de guérilla, à des opérations asymétriques. L'essentiel des opérations actuelles de Boko Haram, ce n'est pas des opérations frontales contre les forces armées du Niger ou du Tchad, c'est des opérations kamikazes ou des incursions pour tuer des paysans non armés. Mais si cela avait été efficace, comme je le disais tout à l'heure, même les opérations asymétriques n'auraient pas abouti. Parce que la dernière fois, même lors de l'attaque, il n'y a jamais zéro mort, il n'y a jamais zéro victime. Non, mais ça veut dire que Boko Haram n'existerait plus. C'est ce que vous dites. Oui. C'est-à-dire que nous aurions anéanti définitivement, et nous ne l'avons jamais dit. Nous avons dit qu'ils ont perdu en ampleur et en efficacité. Et donc voilà, mais maintenant évidemment nous ne disons pas que Boko Haram a disparu, mais l'intensité, leur force a considérablement diminué et nous pensons que nous allons vers leur éradication. Évidemment, ils existent encore. La preuve, c'est qu'ils arrivent à faire des opérations kamikazes. Ils arrivent à venir tuer des paysans désarmés. Ça existe effectivement, mais nous allons y mettre fin. Mais ce que nous avions comme menace de Boko Haram, qui était devenu une grande force armée, avec des attaques frontales contre nos armées, ça c'est terminé. Alors monsieur le ministre, il y a aujourd'hui plus de 1000 membres de la secte Boko Haram qui sont dans les prisons du Niger. La première question est de savoir d'abord, où est-ce que vous arrivez à les détenir? Mais nous les détenons dans les prisons de haute sécurité de Koutoukali et dans le quartier de haute sécurité, la prison de Kolon. Donc ils sont détenus ici au Niger. Dès que nous les prenons à Difa, généralement ce soit des prises dans les combats, soit, et la plupart sont des gens qui sont arrêtés par les populations elles-mêmes, soit aussi par les opérations de police. Une chose que l'on redoute aussi, c'est des règlements de compte entre individus, des dénonciations calomnieuses. Ça peut arriver aussi, non? Non, ça peut toujours arriver, mais c'est tellement marginal. De toute façon, la justice tranchera. Voilà. Mais quand je vous demandais où est-ce que vous les détenez, c'était surtout par rapport à la surpopulation carcérale qui existait déjà et ajouter 1000 individus. Mais je vous ai répondu par rapport à la surpopulation carcérale. C'est pour ça que nous avons demandé au Nigeria de venir récupérer les prisonniers de Boko Haram de la société nigérienne. De le faire, hein. Mais ils vont le faire, ils sont pressés de le faire, mais seulement, bon, ça, ils vont le faire, bien sûr. C'est des prisonniers du Nigeria, des accords d'extradition entre nous, et donc par conséquent, et ils ont répondu oui, et je suis convaincu que dans les jours à venir, ils viendront chercher leurs prisonniers. Monsieur le ministre, on va parler maintenant de la prochaine élection qui se prépare, l'élection présidentielle, l'élection législative, et on a comme impression que ce processus est engagé sur fond de crise de confiance. Qu'est-ce qui explique cela selon vous?
Crise de confiance, disons qu'elle est tout à fait artificielle, cette crise de confiance. Parce Selon vous, c'est artificiel, mais pour les opposants, ce n'est pas du tout artificiel. Elle est artificielle au sens où les structures chargées d'organiser les élections sont des structures qui sont habituellement organisées de la même manière. Les compositions de la CENI, la composition du CFEB sont des compositions auxquelles nous sommes habitués. Il y a toujours eu des consensus là-dessus. Les lois organiques qui ont été prises pour mettre en place aussi bien la CENI que le CFEB, ainsi que la Cour constitutionnelle, d'ailleurs j'en viendrai, sont des lois qui ont été adoptées par consensus. Jamais une loi, ni une modification de loi concernant la CENI dans sa composition, dans son organisation et dans son fonctionnement, jamais, je dis, une loi n'a été prise sans qu'elle ne soit passée par un consensus du CNDP. Le CNDP, c'est le Conseil national du dialogue politique, qui regroupe l'ensemble des partis politiques. Mais ce n'est pas les lois qui sont mises en cause, justement. Les lois sont mises en cause parce qu'ils disent qu'ils remettent en question le fonctionnement de la CENI. Ce fonctionnement a été déterminé par la loi. La composition de la CENI, il y a par exemple M. Mahmoud Souman, avec une mauvaise foi terrible, alors que tous les Nigériens savent que tous les partis politiques, les 90 partis politiques sont représentés aujourd'hui à la CENI. Il dit que l'opposition n'a qu'un seul représentant dans la CENI. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour oser le dire en face des Nigériens. Mais on peut faire aussi un effort pour pouvoir comprendre ce qu'il veut dire. Mais il ne parle pas aux Nigériens, il parle aux étrangers parce que tout le monde sait que tout le monde y est dans la CENI. Tous les partis, ils sont et dans à la CENI, c'est un parti, une voix. C'est-à-dire le PNDS qui a 30 et quelques députés a la même chose que quelqu'un qui n'a pas un seul conseiller dans tout le pays. C'est comme ça. Mais il y a tous les syndicats de la CENI. C'est peut-être les individus. Mais je parle des individus dans la CENI. La loi a prévu ça et les individus sont dans la CENI. Oui. Vous avez les syndicats de la CENI, vous avez les associations des droits de l'homme, vous avez les associations des femmes, vous avez tout ce qu'il y a comme société civile. Tous les partis sont représentés par des individus désignés. On peut quand même coopter les individus qui sont déjà au sein des institutions. Mais non. Le risque existe toujours, hein, monsieur le ministre. On n'a pas coopté, c'est eux qui les envoient, c'est eux qui désignent. Oui, mais il faut arriver là-bas. Il faut arriver là-bas. Est-ce qu'ils répondent toujours de leur mandat? Ils ont la possibilité de les changer. Il suffit que le parti X dise que celui-là qui me représentait ne me représente plus. On acte ça, c'est tout. Ils ont la possibilité de changer autant qu'ils veulent leurs représentants à la CENI ou au Conseil du fichier. Donc voilà le problème. C'est qu'ils sont représentés, ils ont cette possibilité-là. On n'a coopté personne. Ce n'est pas le pouvoir ou quelqu'un d'autre qui décide de désigner le représentant de tel ou tel parti. C'est eux qui envoient les noms de leurs représentants. Au-delà de cet aspect, et la confection du fichier électoral qui fait débat aussi. La confection du fichier électoral a été faite avec leur participation. C'est ensemble que nous avons fait ce fichier, jusqu'à la commune, jusqu'au village. Chacun des partis participe à la confection du fichier. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le Conseil national du fichier. À chaque étape, ce Conseil national du fichier, qui comprend l'ensemble des partis valides. La dernière fois, c'est après le recensement, cela a été validé par le Conseil national du fichier. Et je vous informe que maintenant que le fichier sera fini, avant sa remise à la CENI, il y aura la tenue du Conseil national du fichier qui va valider définitivement le fichier, avec leur participation. Mais dans cette polémique, il y a une région particulièrement qui a été pointée du doigt, la région d'origine du chef de l'État, Tawa, pour ne pas la nommer, où apparemment le recensement a été fait sur des bases subjectives. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il n'y a pas eu plus d'électeurs. C'est pas vrai, c'est témoignage que ça se fait. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il n'y a pas eu plus. D'abord, le superviseur du recensement à Tawa, dans la région de Tawa, c'est un responsable de l'opposition qui a supervisé le recensement de la région de Tawa. Mais ça se fait sur quelle base? Ça se fait sur la base de ce qui se fait partout, ça se fait sur la base du porte-à-porte physique. C'est ce qui a été fait à Tawa comme ailleurs. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à Tawa, il n'y a pas plus d'électeurs qu'à Zender ou à Tillabéri. Voilà, je vous donne par exemple des régions comparables. Donc par conséquent, c'est visible, c'est comparable. Et toutes ces niaiseries-là ont cessé d'être dites. Ça c'était au début. Ce recensement-là, je dis, après le recensement, ces chiffres-là ont été validés par le Conseil national du fichier, c'est-à-dire l'ensemble des partis politiques, de la majorité comme de l'opposition. Dernier aspect, notamment à propos du fils de l'ancien guide libyen, Mohamed Kadhafi, et ça se murmure que vous avez été piégé par l'État libyen qui vous aurait brandi de fausses preuves contre Saadi Kadhafi, et vous l'avez... Mais là, ça évolue parce que certains disaient autre chose. Oui. Donc si maintenant déjà on dit qu'on nous a convaincus avec des fausses preuves, ça veut dire qu'on a apporté des éléments pour nous convaincre de le faire, des éléments matériels qui nous ont permis de prendre notre décision. Je me satisfais que les idées aient évolué. Bon, maintenant, les fausses preuves, je n'en sais rien. Ce que je sais simplement, c'est que dès qu'il est arrivé ici, nous lui avons fait la mise au point très nette. Nous accueillons, et c'était ça le principe. Pendant nous avons encore des réfugiés, des gens qui sont venus, qui sont de l'ancien régime du Kadhafi, qui sont à Niamey, qui sont là, qui ne sont pas inquiétés. Parce que tout celui qui vient
non armé, nous le recevons comme réfugié et nous assurons sa protection. Donc c'est ça le principe. L'essentiel, c'est qu'il ne fasse plus d'activités subversives en Libye. La Libye est un voisin, est un grand voisin à nous. Autant nous avons besoin de paix et de sécurité chez nous, autant nous ne militerons pas pour créer la subversion et le désordre dans les pays à côté. Parce que c'est notre intérêt qui est la stabilité à côté aussi. Donc, dès qu'il est venu, ce fils Kadhafi, nous lui avons dit, voilà les conditions dans lesquelles tu peux rester ici. Nous assurons ta protection et tout ça, votre protection. Et puis, il y a eu plusieurs épisodes, sans les Libyens même, où nous l'avons vu, il a commencé à faire des activités. Nous lui avons retiré le téléphone, les ordinateurs à plusieurs reprises, hein, pour éviter effectivement qu'il ne continue, mais il n'a pas cessé. Mais bien entendu que depuis lors, l'eau a coulé sous les ponts, le fils de Kadhafi a été condamné à mort. Est-ce que vous avez un petit pincement au cœur? Nous ne regrettons rien du tout. Les intérêts de notre pays nous commandent de faire ce que nous avons fait. Et demain, nous devons refaire. Vous avez d'autres possibilités, hein? On n'avait aucune autre possibilité. Non, ils ont demandé, nous n'avons pas cette possibilité-là. Nous avons la possibilité de le ramener en Libye ou bien de le protéger au Niger. Et c'est ce que nous avons dû le faire. Évidemment, c'est toujours douloureux d'avoir à le faire. Mais les intérêts de la coexistence pacifique entre le Niger et la Libye, le fait de n'avoir pas un belligérant, d'éviter d'être en belligérance avec un pays voisin, nous commande de faire ce que nous avons fait. Si nous devons le refaire, nous le referions. Donc ça, c'est très clair. Maintenant qu'il a été condamné, bon, nous le regrettons à mort. Bon, nous pensons que la peine ne sera pas exécutée, mais nous n'allons pas nous immiscer dans les procédures judiciaires et dans ce qui relève la souveraineté d'un pays ami. C'est clair. Monsieur le ministre, merci beaucoup. C'était un plaisir pour nous de vous avoir eu dans cette émission. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.